J'espère que vous avez passé une bonne première séance et la séance de yoga d'Anoline, ça a dû faire du bien de vous étirer après les émotions de notre première séance, n'est-ce pas? Pour notre première prochaine séance, nous allons voir les impacts émotionnels du cancer colorectal sur les patients et nous espérons qu'on vous donnera ainsi l'occasion d'échanger, d'apprendre sur des idées et des bonnes idées pour faire face au cancer colorectal et développer des compétences et pouvoir gérer les montagnes russes d'émotions tous les jours. Là, sur cette séance, on va se concentrer sur les patients. Et je sais qu'il y a beaucoup dans l'auditoire de membres de la famille et d'aidants naturels. Donc, dans la prochaine séance que vous allez choisir, vous pourrez vraiment choisir une séance pour les aidants naturels et les membres de la famille. Alors là, nous allons commencer par une brève présentation par la docteure Esplin, qui est donc, elle est donc professeure, vice-présidente d'égalité et mentorat, département de psychiatrie, faculté de médecine Temerty de l'Université de Toronto. Nous aurons également Samantha Megheri, prof de yoga et artiste, et Samantha est également au stade 3 du cancer colorectal. Cancer du côlon plutôt. Et une patiente. Donc elle va se joindre au docteur S pour parler de son expérience et des impacts sur sa vie. Donc la docteure Espline, nous vous cédons la parole. Merci beaucoup et merci à la communauté du cancer colorectal. Cette conférence est vraiment une excellente idée. Je suis certaine qu'il y a vraiment des besoins. Et donc j'aimerais vous donner un peu une idée de mes antécédents. C'est mon rôle actuel, mais depuis plusieurs mois, depuis juillet dernier et encore aujourd'hui, j'étais scientifique, clinicienne et j'ai également travaillé dans le domaine du dépistage génétique et sur le cancer colorectal. Et j'ai fait un ensemble d'études sur comment faire face au cancer, à l'image corporelle et les ajustements que les personnes doivent faire quand ils subissent des dépistages génétiques et les effets du dépistage génétique pour le cancer colorectal. Donc vraiment, j'ai un plaisir à être parmi vous. Et aussi, j'aimerais vous dire que j'ai été des deux côtés de cette situation. J'ai une pratique avec des patients. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé en psycho-oncologie et tout ce qui est relié à la psycho-oncologie. Mais j'avais également mon mari qui avait un syndrome de cancer colorectal. Il est décédé il y a plusieurs années de cela. Mais vraiment, je comprends les deux aspects, les besoins en soins de santé, les besoins de d'habilitation des familles et qui doivent se prendre en main et faire valoir leurs droits, et les impacts sur la famille. Donc mon mari, il avait une forme de cancer pour laquelle il n'y avait pas beaucoup de traitements à l'époque. La plupart des personnes aujourd'hui survivent pendant très longtemps à ce genre de cancer. Mais je voulais juste vous donner un peu ce pays, cette, ce parcours pour vous dire que ça a jeté un éclairage sur mon expérience et ça a enrichi ma carrière professionnelle. J'aimerais peut-être vous dire un peu ce qu'on connaît de la recherche et en plus, après, je parlerai de ce qu'on sait qui est utile et on aura aussi du temps pour des questions. Je vais juste télécharger mes diapositives. Ok. Donc, juste un peu de contexte. Je vais pas vraiment me concentrer sur les cancers héréditaires, mais certains cancers colorectal chez des personnes plus jeunes, ça relève d'un historique familial ou génétique. Dans le domaine de la recherche, on parle de cancer sporadique en cancer colorectal. On ne connaît pas vraiment toujours les causes. Vous en entendrez parler pendant la conférence. Il y a des chercheurs qui cherchent à voir quelles sont les causes de nombreux cancers qu'on a dans notre cancer. Pour les cancers familiaux et héréditaires, ils représentent un plus petit sous-groupe des cancers que nous voyons. Mais ce sont des groupes importants quand même parce qu'il y a des questions et des problèmes liés précisément au cancer colorectal héréditaire. Donc, vous serez nombreux à savoir que quand vous recevez un diagnostic de cancer, il y a beaucoup de facteurs stressants, parce que vous recevez des informations, en tout cas c'est comme ça que je le vois, vous recevez des informations qui changent votre vie. Vous avez donc à gérer des stress physiques, les impacts biologiques sur votre corps. Vous allez passer par la chirurgie souvent
les stress mentaux, émotionnels, les facteurs de stress cognitifs. Il pourrait y avoir des défis financiers pour les personnes qui ne pourront pas travailler ou n'ont pas des prestations sociales. Ça pourrait vraiment impacter toute votre famille et bien sûr, affecter les liens familiaux et les relations. Alors excusez-moi, j'essaie d'activer les diapositives depuis mon téléphone. Il y a d'autres facteurs supplémentaires de stress qu'on gère en ce moment, c'est à cause de la Covid. C'est vraiment une période très difficile pour nous tous et je crois que c'est particulièrement difficile pour les personnes et leurs familles qui sont prises avec des cancers. Vous êtes déjà craintif parce que vous êtes exposé à la Covid, au virus. Il y a des besoins de communication. Qu'est-ce qui se passe avec mon traitement? Est-ce que je peux rejoindre mes professionnels de santé? Comment est-ce que ça va se terminer tout ça? Beaucoup de con- d'incompréhension, de confusion, d'inquiétude sur les traitements, les soins de suivi, des, des craintes par rapport au bien-être des proches. Beaucoup, après leurs parents, leurs amis, ils sont isolés en confinement à Toronto. Ils peuvent pas donc s'appuyer sur leur réseau social habituel et les ressources auxquelles qu'ils ont l'habitude d'utiliser. C'est donc très difficile. Et pour ceux d'entre vous qui êtes prises avec le cancer ou avec des soins palliatifs ou que vous avez des amis ou de la famille qui sont diagnostiqués avec la Covid ou une autre maladie, on a une période où on peut même pas être à côté de nos proches, même quand ils décèdent. Alors il y a par exemple des funérailles et d'autres rituels qui nous aident beaucoup à ces stades de la vie et on peut même pas y participer. Maintenant, juste une petite définition rapide de la survie au cancer parce que c'est très large. La définition, ça commence depuis le début du diagnostic jusqu'à la fin de vie. Je vais vous présenter quelques chiffres des ouvrages scientifiques. Euh, Bon, beaucoup de personnes n'aiment pas le terme survie. Les gens vont dire, bon, moi, j'ai pas demandé d'être dans cette situation et d'être appelé survivant. Mais c'est juste un terme utilisé en science, dans la littérature spécialisée. Quand on parle de survie au cancer, c'est un éventail de définitions que ce terme englobe. Excusez-moi, j'essaie d'afficher les diapositives. Ok, alors voilà les enjeux courants que nous avons relevés dans les ouvrages scientifiques. Alors, un des plus courants, c'est la fatigue. Et vous le savez sans doute, il y a des choses qu'on sait quand il s'agit de gérer la fatigue. Une des stratégies importantes qui aide à gérer ça, c'est la marche ou toutes sortes d'exercices physiques. C'est pas question de quantité, mais ça peut vous paraître contre-intuitif, mais marcher, ça aide à gérer la fatigue. Il y a aussi des changements de l'activité sexuelle, changements dans la concentration, la mémoire, des problèmes de système nerveux qui mènent vraiment à ces facteurs de stress, l'anxiété et les changements de l'image corporelle, qui est un domaine dont je m'occupe. Pour les survivants adultes plus jeunes, la plupart nous rapportent qu'ils se sentent bien généralement physiquement et émotionnellement, soit bien ou très bien, mais ils ont également de l'anxiété, même de la dépression. Et 61% ont dit qu'il était facile pour eux de gérer leurs défis au quotidien dans leur vie. Donc ça dépend si vous demandez aux personnes ce qu'il en est de cette question ou aux membres de leur famille, ils vous diront qu'il y a des périodes de stress pendant le traitement ou juste après la fin du traitement. Et 44% ont dit qu'il était facile de partager leurs inquiétudes et préoccupations avec d'autres. Mais 62% pensent qu'il est difficile de parler. Maintenant, côté préoccupation émotionnelle, encore toujours chez les jeunes adultes, il pourrait y avoir une perte d'intérêt dans les activités quotidiennes, dépression, tristesse. D'ailleurs, la plupart des patients qui vivent ce type de cancer ont des symptômes d'anxiété, de stress, peut-être pas à un niveau où il leur faudra des médicaments, mais ils vont afficher des symptômes de détresse et de dépression. Ce sont des informations négatives qu'on vous apprend par un diagnostic de cancer. C'est normal d'être anxieux et stressé. Donc, il y a aussi la peur de la récidive du cancer, 84%. Et encore une fois, les changements de l'image corporelle, c'est très intéressant. On parle même pas à nos patients de l'image corporelle quand ils vivent une expérience de cancer. Nous sommes en train de changer cela, mais souvent les médecins
les spécialistes ne parlent pas de l'image corporelle quand vous venez à vos rendez-vous de suivi. Alors ensuite, côté physique, il y a encore la fatigue, la lassitude, les changements hormonaux, par exemple la ménopause ou la fertilité qui pose problème, qui est affectée. On a parlé également de patients qui rapportent des changements dans la concentration et la mémoire et changements de la fonction de l'activité sexuelle. On détaillera ça plus tard. Alors le cancer, il affecte toute la famille. Donc si vous avez un conjoint, conjointe ou un époux, une épouse, ça pourrait mener à des effets négatifs comme l'inquiétude, l'isolement. Les personnes ne savent pas comment ils se sentent, comment aider. Et ça pourrait aussi amener des éléments plus positifs, par exemple rapprocher des couples. Il y a des études qui ont indiqué que parfois chez les conjoints, les niveaux de stress sont même plus élevés que chez les patients. Les conjoints ne savent pas quoi faire, comment agir, comment soutenir leur conjoint ou conjointe dans cette expérience et même comment communiquer là-dessus. Donc ça a un impact sur toute la famille, dont les enfants. Et voilà quelques domaines qui, on sait, affectent les enfants. L'anxiété, l'incertitude. Vous savez, parfois les enfants, ils savent ce qui se passe, même si la famille tente de rien leur dire ou de leur cacher ce qui se passe, de manière très difficile. Je peux vous dire que les enfants savent intuitivement qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils sont conscients qu'il y a des changements. Il peut y avoir des perturbations, des routines familiales, une augmentation des rôles, une inversion des rôles. Parfois, une femme dans le couple pourrait prendre des rôles de l'homme ou vice-versa, l'homme fait ce que la femme faisait. Changement dans les aidants naturels et par exemple des pertes. Par exemple, un parent pourrait être hospitalisé. Il y aurait peut-être des changements par rapport à l'intimité également. On a également posé des questions liées sur les besoins non comblés. Tous les hôpitaux devraient disposer d'un département de psycho-oncologie. À cause des coupes budgétaires, il y a moins de ressources, elles réduisent, et dans des zones rurales, ça peut être plus difficile encore. Mais avoir accès à un médecin de famille ou un psycho-oncologue, ça pourrait aider. On a toutefois des domaines où les besoins ne sont pas comblés. Vous trouverez intéressant que 78% disent que leurs besoins émotionnels sont pas comblés, où il y a des besoins physiques et des impacts résiduels. Donc, que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie, les traitements hormonaux, tout ce qu'on fait en termes de traitement a un impact sur la personne et son corps. C'est comme ça que je le vois moi. Les gens veulent être traités, mais la plupart des traitements laissent une sorte d'impact résiduel pendant longtemps. Il y a des problèmes plus pratiques, comment je retourne au travail? Est-ce que je veux même retourner au travail de la même façon qu'avant? Comment je fais pour faire les tâches habituelles? Donc 84% signalent au moins un domaine de besoins non comblés. C'était une étude canadienne. Donc l'âge, le sexe, l'endroit géographique où vous habitez, votre revenu, votre emplacement, les obstacles linguistiques, tout ça pourrait jouer un rôle pour déterminer vos besoins non comblés. Alors les facteurs de stress durant les transitions, je vous présente cette diapositive juste pour vous dire que peut-être vous n'en êtes pas conscient, sauf si vous avez traversé cette expérience, mais parfois lorsqu'on vit un cancer, on pourrait ne pas s'attendre à certaines sources de détresse. Par exemple, vous pensez qu'à la fin du traitement, vous allez vous sentir bien et la plupart des gens disent: «Bon, j'ai survécu au traitement, les traitements sont assez horribles, mais j'ai survécu». Par contre, comme on dit à un patient: «Vous n'avez pas besoin de revenir d'ici 3, 4 ou 6 mois seulement». Les patients se retrouvent peut-être préoccupés, tristes, isolés et c'est dû à une transition. C'est une période de confusion, et de perte. Quand vous êtes traité, vous êtes entouré d'infirmiers, de médecins, d'une équipe médicale et vous avez l'impression que tout le monde gravite autour de vous et soudain tout ça se dissout et disparaît. Et vous vous retrouvez dans une période de confusion et de perte et ça pourrait mener à des besoins d'adaptation psychosociale. Vous pourriez vous sentir abandonné, soudain confus, plus pris en charge et ça, c'est vraiment inattendu. Les gens ne s'attendent pas du tout à se sentir comme ça. Alors voilà, par exemple, ce que des gens disent. Une amie est venue voir,
comment elle allait et l'amie m'a dit qu'elle avait des accès de pleurs, par rapport à ces changements corporels, et comme elle se voit. Je peux vous dire que pendant la période du en fait, c'est après que les traitements ont décanté que les changements corporels se manifestent. La plupart des gens pensent qu'après le traitement, ils vont revenir à la normale de qui ils sont, que le corps va se réajuster. Dans certains cas, après une certaine chirurgie, il faudra peut-être trouver de nouvelles façons de s'ajuster, de fonctionner. D'autres citations. Je suis ici pour trouver quoi que ce soit qui va m'aider à retrouver un sentiment de contrôle. J'ai peur d'une récidive du cancer. C'est très courant. Et c'est pour ça que les gens aussi font du dépistage génétique, parce qu'ils s'inquiètent que souvent, euh, il y aurait des cancers dans la famille et le dépistage génétique pourrait changer vraiment la donne. Peut-être quand vous dites que vous êtes à haut risque de cancer et qu'ensuite il y a une mutation génétique dans votre corps, ça pourrait mener à beaucoup d'anxiété et de détresse parce que vous devrez faire l'objet d'un dépistage, d'un suivi et vous avez peut-être l'impression d'être une bombe à retardement parce que vous aurez entendu parler de beaucoup de pertes dues au cancer dans votre famille. Sentiment de solitude. Alors, je crois que beaucoup de personnes disent, par exemple, qu'il y a une souffrance interne, que personne ne comprend ce par quoi je passe et comment je me sens, et personne ne comprend que je me sens isolée. Voilà ce qu'on entend. Alors, souvent dans les cliniques, moi j'ai fait de la recherche sur cette question et des mesures psychométriques. J'ai mis au point des outils psychométriques pour comprendre notre sentiment d'estime de soi et de notre identité propre. Quand vous faites face à une maladie qui menace votre vie, ça a un impact vraiment sur votre image de vous-même. Vous cheminez dans la vie et souvent vous pouvez sentir que cette annonce sur votre état de santé pourrait vous faire revoir comment vous envisagez l'avenir, vous mener à une anxiété. Ça remet en question vos priorités, comment vous vous voyez comme personne. Peut-être que ça remet en question ce qui est important pour vous. Peut-être le travail n'est plus aussi important qu'avant. Peut-être que vous allez revoir et passer en revue vos relations personnelles. Et il pourrait y avoir vraiment des changements et ça pourrait vraiment vous perturber parce que ça aura un impact également sur les personnes autour de vous, votre entourage et pas juste en vous-même. Donc c'est un changement vraiment sur votre identité propre. Il y a également des changements sur le fonctionnement sexuel et votre bien-être. Alors, par exemple, vous êtes un jeune homme avec le cancer, vous allez vous poser des questions sur vos relations intimes. Comment mon partenaire, ma conjoint va me voir et est-ce que je vais être rejetée? Il y aura vraiment des sentiments de rejet. Encore une fois, on parle de perte, de faire le deuil par rapport à des changements vous-même, dans votre image corporelle. Et c'est normal d'avoir ce sentiment de peur, de colère et de devoir faire son deuil. Alors, quelles sont certaines mesures que vous pouvez prendre? Alors, je pense peut-être à 4 domaines où on peut faire face. Le fonctionnement émotionnel, la santé mentale, le fonctionnement physique, les relations interpersonnelles, nos conjoints, membres de la famille, enfants, parents, amis et ensuite nos perspectives de vie. D'abord, il est très utile pour vous de savoir que bon nombre des expériences que vous vivez sont tout à fait normales. C'est très rassurant pour quelqu'un, heu, de sentir c'est ce qu'on m'a dit, une patiente m'a dit: «C'est très rassurant de voir que je ne suis pas la seule à sentir ce que je ressens». Ça me donne beaucoup de crédibilité. Moi, j'accompagne des couples qui ont le cancer du sein ou d'autres, types de cancers comme le colorectal et vous savez, toutefois l'entendre directement d'un patient, ça peut aider d'autres patients à se sentir plus crédibles et moins mal. Alors là, c'est peut-être pas très visible, c'est très positif, mais les domaines qui vont être impactés, c'est votre confiance, soutien social, la capacité d'adaptation et le sentiment d'utilité. Ce sont là des domaines où vous pouvez renforcer votre résilience. Par exemple, vous pourriez agir sur votre attitude dans le domaine de la confiance. Dans une certaine mesure, vous pouvez établir des mesures adaptées pour faire face au cancer. C'est pas dire qu'il n'y aura pas des émotions négatives. Il faut les reconnaître
Mais vous pourrez vous dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le contrôle?» Parce que dans certains domaines, j'ai perdu confiance en moi. Mais où est-ce que j'ai encore, des forces? Où est-ce que je peux chercher de l'aide? Et par exemple, l'information, c'est un domaine où vous allez pouvoir, heu, abaisser le niveau d'incertitude lié, à votre situation. Après le soutien social, donc nos amis, nos familles, nos relations professionnelles, il faut apprendre à parler ouvertement avec tout votre entourage, de manière à vous sentir dans un environnement sûr. Parfois, les personnes ne savent pas quoi dire. Nos proches pourraient ne pas savoir quoi dire à quelqu'un qui a le cancer. Mais vous savez, ces personnes, vous pouvez leur dire: «Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, je veux juste que vous m'écoutiez» et ça m'aide de pouvoir vous en parler. Il y a également d'autres façons de trouver un soutien social dans des groupes de soutien, des agences comme celle-ci, les groupes de bien-être, Wellspring, Girl's Club à Toronto. Beaucoup de grand nombre de ces mécanismes offrent un soutien virtuel. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand vous subissez un diagnostic de cancer, par exemple, ou d'autres agents stressants dans votre vie, ces groupes-là vous aident à vous adapter. Enfin, en bas, vous voyez en rose, adaptabilité. Cela a trait à comment faire face à votre situation. Il y a plusieurs façons de gérer et il y a des mécanismes souvent, liés à l'obtention d'informations et bon, dans ce domaine du cancer, peut-être que vous pouvez pas être en contrôle de tout, mais vous pouvez peut-être, partager des informations, obtenir du soutien, apprendre, ce qu'il en est des techniques de pleine conscience, de méditation. Si vous êtes quelqu'un qui vous automédiquez, comme en disant, le travail, l'alcool, les drogues, cherchez d'autres manières plus saines de vous aider. C'est vrai que ça pourrait, au départ, atténuer les effets négatifs de votre stress, mais finalement plus tard, ça n'a pas de, ces mesures, malsaines. Donc essayez de trouver des outils pour vraiment faire face de manière saine à votre situation. Finalement, je sais qu'il y a aussi des stratégies d'altruisme, parler à d'autres patients, aider d'autres personnes pourrait vous donner l'impression que vous vous sentez beaucoup mieux dans votre situation. Finalement, essayez de trouver un sens à ce qui vous arrive. Donc pour certains, cela a trait à la spiritualité. Il n'y a rien que vous ayez fait qui vous a mené au cancer, mais essayez de vous demander s'il y a des choses que vous comprenez, ou que vous pouvez, apprendre de votre expérience. Je vous dis pas de vous évaluer vous-même, mais demandez-vous quelles sont les leçons que je peux retenir de cette situation? Heu, Est-ce qu'il y a un sens à devoir traverser une période aussi difficile? Tout ça pourrait vraiment, vous aider pendant que vous traversez une situation aussi, difficile. Alors renforcer la résilience, c'est lié à la préparation psychologique. On pourrait également faire mieux pour acheminer des informations aux patients et à leurs familles de manière personnalisée. Cela permettra de comprendre ces informations et d'appliquer les mesures de suivi et les recommandations. Une intuition, ou une perspicacité émotionnelle, tout ce qui vous permet de trouver un équilibre dans votre vie. Pensez à votre travail, ce qu'il vous faut pour vous prendre soin de vous, la spiritualité, la ré la réflexion personnelle, tous les outils qui vous permettent de vraiment réfléchir sur, et méditer sur votre situation. Ayez également un sentiment de continuité. Demandez-vous: «Qu'est-ce que m'apporte le cancer dans ma vie? Qu'est-ce qui ne m'a pas ôté de ma vie? Quelles sont mes nouvelles valeurs, par exemple, et mon sentiment de moi-même?» Ensuite, pour ce qui est des stratégies et des programmes, la thérapie cognitivo-comportementale en ligne, en personne ou autre, au téléphone, virtuellement, montre que ça aide avec tous ces symptômes. Donc cette thérapie cognitivo-comportementale de concert avec les exercices physiques peuvent également aider et donc
hobby, ça pourrait être simplement marcher avec un ami, écouter la musique pendant que vous marchez, tout ça pourrait vraiment vous aider. Ensuite, il y a aussi des outils pour vous aider vous-même, des techniques d'autogestion, de relaxation, de pleine conscience, de méditation pour vous occuper de votre bien-être, la réduction du stress, donc c'est ce dont je parlais en plus de l'autogestion. Tout cela a été appris j'ai étudié dans des essais randomisés. Et la méditation, la pleine conscience, tout cela vous aide à mieux dormir et à gérer votre anxiété. Bon, les groupes de soutien, il y a des gens qui trouvent que c'est pas formidable parce qu'ils se disent on est tous ensemble pour pleurer, mais non, ce n'est pas vrai en fait. Les groupes de soutien, en fait, il y a des gens qui sont là pour vous aider, ils sont formés pour gérer les émotions, la perte, le chagrin, la colère. En fait, toutes ces choses qui vous viennent à l'esprit. Alors peut-être qu'il n'y a pas d'autre endroit sécurisé dans lequel on peut s'exprimer. Les groupes de thérapie, en fait, sont aussi des endroits vraiment dans lesquels on peut s'exprimer et travailler sur ces points. Quelqu'un âgé, en fait, on se trouve que 25 à 50% des patients ont besoin d'un modèle, soit un programme de groupe, soit une thérapie personnelle. Les thérapies de groupe sont efficaces. Elles aident les couples à finalement aborder la question et à gérer des problèmes tels que la communication, l'image du corps, la fonction sexuelle. Et donc, et même si les gens ne sont pas formés au cancer, rien que d'aller poser la question à votre médecin, par exemple, pour qu'il vous recommande quelqu'un, ça peut être utile. Même chose pour les enfants. Il y a des thérapeutes familiaux qui sont formés pour travailler avec les enfants et les familles qui doivent affronter une maladie mortelle ou potentiellement mortelle. Être ouvert aux médicaments, c'est important. On sait que les médicaments, même sur le court terme, ça peut aider avec le sommeil, les changements d'humeur et même des niveaux d'anxiété parfois très élevés. Pas forcément pendant longtemps, mais là, ça aussi, ça peut être très utile. Donc, allez voir un psychiatre ou demander une recommandation pour aller voir un spécialiste. Ah, j'ai perdu la connexion. J'essaye de changer de diapositive. Ah, ça Ah, merci d'être passé à la diapositive suivante. Alors, l'exercice physique et les programmes de bien-être. Il y a eu un nombre incroyable d'études et d'essais randomisés qui montrent que une alimentation saine, l'exercice, ça peut être marcher, ça peut être aller à bicyclette, ça peut être faire de l'aérobic, ça peut être un petit peu d'exercice, n'importe quoi. Ce n'est pas tellement une question de quantité, mais ça va vous donner confiance en vous et en même temps, cela va vous renforcer, vous rendre un peu plus fort. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce moment ait plus de sens? Donc là, à nouveau, dans les programmes de traitement du cancer, on se concentre essentiellement sur la survie. Et c'est très important, évidemment, mais peut-être en parler et comprendre vraiment ce qui nous arrive alors qu'on est en train de vivre toutes ces choses suite au diagnostic du cancer. Il faut essayer de voir aussi les choses d'un peu plus haut, prendre peut-être un peu de recul et chercher des moments spéciaux, réels. Il y a des gens qui me parlent du fait qu'ils passent du temps avec des personnes aimées, des conversations qui ont lieu, par exemple, qui n'auraient pas forcément eu lieu à d'autres moments. C'est aussi un moment pour l'humilité et aussi, là, on a le soutien d'autres êtres humains et ces connexions humaines qui se créent. Les stratégies d'auto-prise en charge éducationnelle, alors il y a des sites sur internet, des outils sur internet, des outils qui aident à la prise de décision. Par exemple, si on doit choisir entre des traitements ou des tests génétiques, donc là, il y a des gens qui peuvent vous aider en ligne, des livrets également. Donc il y a toutes sortes de choses que l'on peut trouver. Et enfin, retourner au travail, reprendre le travail. Je crois que il y a un site internet qui est très, très utile. C'est quelque chose qui peut vraiment,
être un véritable défi. Les employeurs ne comprennent pas forcément toujours que quelqu'un qui a connu le cancer a été transformé par l'expérience. Les personnes ont besoin de choses différentes, peut-être une charge de travail différente, ils ont peut-être besoin de reprendre le travail de façon progressive. Donc, il y a un site internet qui s'appelle Return to Work et vous y trouverez toutes sortes d'outils d'information intéressants. Je crois que c'est dans la dernière diapositive avec les ressources. Alors, je souvent que j'ai besoin de groupe de soutien, j'ai eu le cancer, mais j'ai vraiment envie d'aider d'autres qui sont à risque. J'ai envie d'aider. Une fois qu'on a eu le traitement, il y a des gens qui trouvent que c'est très utile d'être bénévole ou d'être dans un groupe de soutien par les pairs. C'est une façon de donner du sens, mais peut-être aussi une façon de vous aider vous-même à gérer quelque chose qui était aussi difficile. Questions utiles, les questions qu'il faut se poser. Comment est-ce que je vais conserver notre confiance, ma confiance et la confiance de la famille lorsque le moral baisse un peu? Parce que évidemment, il y aura des baisses de morale. Est-ce que et où est-ce que je vais trouver du soutien dans la société? Qui, parmi vos amis, les gens qui vous sont proches, pourront vous aider? Parfois, ce sera peut-être plus un ami qu'un membre de la famille. Et si vous n'avez pas de telles personnes autour de vous, où est-ce que vous pouvez trouver des réseaux, peut-être un groupe de bien-être, un professionnel? Comment est-ce que je vais m'assurer que je vais rester adaptable? Donc, j'essaye de m'adapter. Est-ce que je pleure beaucoup? C'est une forme d'adaptation émotionnelle ou est-ce que je consomme de l'alcool? Est-ce que je fume beaucoup? Est-ce que je parle à d'autres personnes? Essayez de trouver là où vous pouvez vraiment utiliser au mieux ces différentes stratégies d'adaptation. Comment est-ce que je peux rester concentrée pendant le traitement? Et lorsque je me remets également ensuite et pendant les transitions, comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous passez d'une étape à l'autre, il est important de bien prendre conscience du fait que les choses vont changer, que vous allez devoir vous adapter. Peut-être que vous aurez un sentiment de perte ou de tristesse, de changement. Et comment est-ce que mon réseau de soutien social, mes soutiens familiaux peuvent nous aider alors que nous traversons ces moments très spéciaux. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des professionnels qui peuvent aussi vous aider à avoir ces communications. Là, c'est ce que vous voulez obtenir. Et souvent, je le montre dans les thérapies de groupe que j'organise. Souvent, alors moi je l'ai expérimenté et je l'ai constaté, souvent en tout cas mon mari et moi-même, nous avons pu vraiment utiliser pleinement notre temps. Nous savions très clairement quelles étaient nos priorités et ce qui était important pendant ce temps que nous avions. Et alors, on ne prend pas la vie pour acquis. En fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est que lorsque l'on vit quelque chose qui pose autant de défis, souvent, on constate des réactions inattendues et des choses qui nous aident à avancer. Et là, la vie prend une autre valeur. Et la vie est précieuse. Donc, voilà la dernière diapositive. Voici certains des sites internet. Vous voyez, Cancer Chat Canada. Alors, moi, j'ai construit l'Institut de Souza. C'est un groupe de soutien. C'est mené par des thérapeutes partout au Canada. On travaille sur l'adaptation, sur la fatigue, sur toutes sortes de choses. Donc, allez-y, il y aura tout. Ensuite, vous avez KMH, donc là, sur l'addiction à la santé mentale, la Société canadienne du cancer aussi, différentes choses qui sont disponibles pour vous, et mygrief.ca. Donc, je vais m'arrêter là. À nouveau, c'était un plaisir de faire cette présentation. Donc, je vous invite à utiliser une partie de ces ressources. J'espère que ce sera utile pour vous. Alors, c'est quelque chose qui vraiment est difficile, ça pose des défis, mais souvent, ça permet de construire plus de résilience malgré toute la souffrance. En tout cas, je vous souhaite plein de courage. Merci, merci beaucoup, docteur.
J'ai beaucoup aimé les domaines de d'adaptation et comment est-ce que l'on peut construire sa résilience. Ça, c'est définitivement une compétence pour la vie. J'aimerais maintenant demander à Samantha McGarry de se joindre à la conversation. D'abord, Sam, merci d'être avec nous. Je vais vous demander de vous présenter et de nous raconter un petit peu votre histoire. Oui, bonjour, merci. Je m'appelle Sam McGarry. Je suis professeur de yoga et artiste de théâtre. Alors, je n'ai pas de formation ni en sciences ni en médecine, mais je suis patiente du cancer du côlon stade 3 et du syndrome de Lynch. Alors souvent je plaisante en disant que j'ai beaucoup de diplômes médicaux du fait de mes maladies. Parce que comme vous le savez, souvent on devient des experts en tant que patient. Alors il y a 2 ans, très exactement, alors que j'avais 28 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du côlon de stade 3, j'ai eu la chirurgie, 6 mois de chimiothérapie. Et alors qu'on a posé le diagnostic, bon, bien entendu, quand on n'a même pas 30 ans, c'est quelque chose d'assez inattendu, inhabituel, hein. Et je ne savais même pas que j'avais le syndrome de Lynch. Je ne savais même pas que je faisais partie des gens à risque. Je ne savais pas que j'aurais dû faire certains examens de dépistage pendant euh, plusieurs années. Alors, on m'a dit que mes douleurs abdominales, c'était peut-être le stress. On m'a dit changer votre régime alimentaire. Donc, j'ai fait toutes sortes de choses pendant 8 à 10 ans avant finalement d'atterrir aux urgences. Et voilà, la douleur était insupportable. Donc, la chirurgie, chimiothérapie, et l'impact émotionnel a été, c'était tout aussi important que l'impact physique de mon cas. Alors ça, c'est mon expérience à moi, bien entendu. Je suis une patiente, c'est moi, ma situation. Peut-être que pour vous, les choses sont totalement différentes. Dans mon cas, lorsque on m'a diagnostiqué, eh bien, c'était vraiment effrayant. J'étais sous le choc, j'étais submergée. J'ai eu un peu le sentiment que j'étais en lévitation au-dessus de mon corps, hein. Je regardais ce qui se passait dans mon corps. Mais c'était un peu en même temps comme une période aussi où j'étais très très occupée. Donc des dizaines de rendez-vous, des examens. Et moi, bon, je n'ai pas d'employeur, hein, mais j'ai toutes sortes de contrats. Donc j'ai dû appeler toutes sortes de gens, annuler des contrats, me faire remplacer dans des projets artistiques. Et j'allais à la pharmacie, j'étais au téléphone, j'essayais de prendre des décisions, de savoir quelle chimiothérapie il fallait que je suive, quelle procédure pour préserver la fertilité. Alors, je n'y avais jamais pensé avant. Donc, c'était une période extrêmement chargée. Et d'un seul coup, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus que moi. Et alors, j'ai eu plusieurs cycles de chimiothérapie, puis les choses se sont un peu calmées. Et c'est à ce moment-là que la partie émotionnelle m'est tombée dessus. Donc pour moi, le mouvement a été un mécanisme d'adaptation considérable. J'étais une athlète dans le passé. Donc quand j'étais en forme, je courais. Les mauvais jours, je bougeais mes poignets, j'agitais mes doigts de pied ou je faisais des tours dans mon studio. Donc, le principal conseil que je donne aux gens qui vivent cela, c'est que, en fait, si on vous dit que c'est un mécanisme d'adaptation au cancer, eh bien, vous avez le droit de dire non, pas pour moi. Donc, pour moi, le mouvement, formidable. Pleurer, oui, ça m'a vraiment aidé. Mais le yoga, la méditation, alors que j'enseigne, hein, moi je suis professeure de yoga, j'adore le yoga. Mais alors que j'étais sous traitement, non, ce n'est pas de ça dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de ralentir, d'écouter ma respiration, d'être silencieuse. Non, au contraire, j'avais besoin d'écouter de la musique très fort, de soulever des poids, de courir quand je le pouvais. J'avais besoin d'action, en fait. Donc, si vous ressentez les choses de la même façon et que quelqu'un vous propose de faire du yoga et vous dites non, moi j'ai envie d'hurler, j'ai envie d'écouter cette chanson et de danser, bah, faites-le. L'autre chose aussi que je dis, c'est que, comme on l'a déjà entendu dans cette présentation vraiment formidable, les effets émotionnels du traitement du cancer ne s'arrêtent pas avec la fin du traitement.
de mon expérience, en fait, c'est même plutôt là, les choses ont commencé. Pendant le traitement, on est un patient à temps plein. On a des gens qui vous voient en permanence, trouvent quelque chose à faire, un endroit où aller, toutes sortes de choses pour avancer sur le plan physique. Mais une fois que tout ça s'est terminé, dans mon cas, c'est là qu'une fois que l'adrénaline est tombée, et tout le monde me disait, c'est terminé, on fait la fête. Et moi, j'étais un peu le sentiment que d'un seul coup, tout s'était figé. En fait, tout ce qui s'était passé pendant ces 9 à 10 mois de traitement, s'était figé. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché une aide professionnelle. J'ai trouvé une thérapeute dont c'est la spécialité. Ça fait 2 ans que j'ai eu le diagnostic. Je ne considère pas que c'est terminé. Je ne me considère pas comme étant guérie de cette expérience, même si physiquement je me sens nettement mieux et j'en suis très reconnaissante. Mais voilà, bon, en tout cas, c'était ça, mon histoire. Mon principal conseil, ça serait bah, essayez tout et puis laissez tomber ce qui ne vous plaît pas. C'était un plaisir d'être ici aujourd'hui et j'espère que vous allez profiter du reste de la conférence. Merci. Bien. Alors, moi, j'avais rencontré Samantha au téléphone. C'est la première fois qu'on se voit, donc ça fait plaisir. Merci de nous avoir parlé de votre histoire. Et j'ai noté deux, trois choses qui vont renforcer certaines des choses que j'ai dites et d'autres sur lesquelles je n'ai pas assez insisté. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le fait que vous ayez insisté sur l'individualité. Alors, tout d'abord, je suis vraiment désolée, enfin, quand on voit quelqu'un d'aussi jeune, et je suis sûre que tout le monde vous le dit, mais vous avez l'air si jeune, vous êtes si jeune. Donc, ce qui se passe, on voit ça dans les séries génétiques, où on peut voir des personnes plus jeunes, ensuite on fait des tests génétiques. Et je sais que la plupart des patients disent qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'ils sont jeunes, mais dans les cliniques, avec les patients, lorsqu'ils doivent faire de la chimiothérapie ou avoir une chirurgie, souvent ils sont dans une salle d'attente, il n'y a que des personnes âgées, et je crois que ça contribue encore un peu plus à l'isolement. Mais vous avez parlé du fait que c'est quelque chose de tout à fait individuel, et vous pouvez travailler avec les infirmières et décider ce qui vous convient. Si vous dites que pleurer, ça vous a aidé, et pleurer, ça aide, oui, oui, ça aide. Donc, vous aviez besoin de bouger aussi. Pour vous, c'était indispensable. Eh bien, vous connaissiez déjà la méditation et vous aviez besoin de gérer les choses physiquement, de faire les choses physiquement pour pouvoir évacuer une partie du stress et gérer l'anxiété, d'autres symptômes certainement aussi, et puis probablement beaucoup de pensées, j'imagine. Alors, je vois que vous avez également parlé de quelque chose dont on parle souvent, préparer les patients. En fait, une fois que tout s'arrête, tout le monde chez vous pense ah bah ça va, ça y est, le traitement est fini et tout va redevenir normal. Ou tu vas te sentir mieux. Et bien en fait, comme Samantha l'a dit, c'est à ce moment-là que toutes les émotions submergent parfois. Et l'image du corps, le fonctionnement sexuel, la dépression. Et il y a finalement toutes sortes de choses comme ça qui surgissent une fois que tous les bruits autour se sont tus. Alors, votre partenaire vous dit bon, bah, c'est bien, tu vas revenir à la normale maintenant parce que tout est terminé. Moi, je pense que c'est quelque chose qui transforme votre vie en fait. En fait, il y a la vie avant le cancer et la vie après le cancer. Et vous allez poursuivre votre parcours, vous adapter, il y a une continuité. Mais comme Samantha l'a dit, 2 ans plus tard, il y a encore des choses que je suis en train de traiter. J'ai beaucoup aimé cette idée de gel du temps. Vous avez dit, voilà, j'ai eu l'impression que tout s'était figé pendant un certain moment. Et vous êtes très courageuse, hein, et c'est vraiment courageux de venir nous en parler. Vous avez dit que vous aviez besoin de voir quelqu'un. Donc, il y avait la danse, le mouvement, la musique, mais vous avez quand même éprouvé le besoin d'aller consulter et vous aviez trouvé une personne qui était aussi spécialisée dans ce domaine. Vous avez peut-être eu le sentiment d'être vraiment mieux comprise, par quelqu'un de plus neutre que vos proches, votre famille, parce que vous avez certainement eu toutes sortes de sentiments.
Oui, je crois que cette, ce besoin, en fait, d'aller consulter, c'était pour mon mari. Je ne voulais pas que mon mari devienne mon mon psychologue. C'est difficile pour les proches, peut-être parfois même plus encore. Donc j'ai vraiment voulu, en fait, faire ça ailleurs, pas à la maison. Oui, alors je peux vous parler de mon expérience des partenaires et je peux vous dire qu'ils veulent souvent aider et ils ne savent pas toujours comment faire. Donc peut-être qu'il faudrait être le plus concret possible. Donc ils ne peuvent pas tout résoudre et parfois ils se sentent assez impuissants finalement. Donc peut-être qu'on peut les intégrer dans la situation, mais ils ne peuvent pas tout faire. Et vous vous êtes dit, j'ai besoin que quelqu'un d'autre puisse travailler avec moi, quelqu'un à qui je pourrais tout raconter. C'est un peu comme si vous disiez que vous ne vouliez pas lui mettre un fardeau trop grand. C'était ça que vous aviez en tête? Oui, oui, oui. Alors nous faisons aussi notre travail en tant que couple, mais ce n'est pas un professionnel de la santé mentale. Donc, il peut m'aider parce qu'il me connaît lui-même, mais ce n'est pas sa spécialité, ce n'est pas ça son métier. Tandis qu'il y a des gens dont c'est le métier. Et ce qui m'a aidée, c'est qu'il n'y a pas de sentiments ou de pensées qu'on ne puisse pas exprimer. On n'est pas juste là en train de me dire il faut toujours penser positif. Non,